bien bonjour, on avait prévu de parler de l'innovation organisationnelle, ça y est, c'est l'objet de cette séquence. Alors dans cette séquence, on va voir trois choses. Tout d'abord, que signifie le terme innovation organisationnelle. Ensuite, comment la transformation des organisations actuelles offre des perspectives d'innovation. Et enfin, on explorera le passage du management vers l'apprenance. C'est une des grandes hypothèses que nous allons formuler. Alors pour le terme innovation organisationnelle, je vais m'appuyer sur les travaux de Norbert Alter. Et là, il convient vraiment de lire l'innovation ordinaire de Norbert Alter, qui montre comment l'innovation impacte profondément les organisations du travail, ou comment les organisations du travail permettent aujourd'hui d'innover. En fait, l'innovation représente une création. Elle ouvre et enrichit les modes de sociabilité, elle défait les positions acquises pour laisser la place à de nouveaux acteurs, elle donne un autre sens au monde. Innover suppose toujours de prendre le risque de transgresser les règles sociales, que celles-ci participent du registre de la gestion ou des coutumes professionnelles. L'innovation, c'est une trajectoire d'une technique, d'un produit ou de rapports sociaux. C'est un processus, ce n'est pas mécanique. Ça consiste à élaborer des combinaisons entre les différentes ressources de l'entreprise et le rapport au marché. Norbert Alter distingue 6 dimensions qui participent de l'innovation. Tout d'abord une invention, qui ne se traduit pas toujours en innovation. Certaines fois le processus est lent, parfois même il n'aboutit pas. C'est aussi un processus qui obéit à des séquences qui nécessitent des formes d'appropriation, une invention par le corps social. L'innovation bute toujours sur l'ordre établi. Elle suppose une rupture, et donc il y a une déviance, des prises de risques. L'activité d'innovation n'est ni prévisible, ni prescriptible. Cette activité n'est par ailleurs pas le fait de seuls innovateurs définis par l'institution. C'est parfois des acteurs isolés dans des services, dans des directions, qui vont produire de l'innovation. Enfin, la rationalité économique n'explique pas l'action innovatrice. Elle correspond plus à un besoin de reconnaissance sociale. C'est le véritable moteur de l'innovation. L'action innovatrice s'appuie sur des croyances qui représentent un code commun qui permettent aux individus et aux groupes de s'engager dans des processus de diffusion et d'innovation, bien plus que ne le font des analyses rationnelles. Alors, en résumé, ces 6 facteurs, l'innovation est un processus très lent, il nécessite une appropriation par le corps social, elle bute sur l'ordre établi, elle suppose une rupture, elle s'appuie sur la déviance, l'activité d'innovation n'est ni prévisible ni prescriptible, elle correspond à un besoin de reconnaissance sociale, elle s'appuie sur des croyances. Voilà les 6 grands facteurs d'innovation repérés par Norbert Alter. Alors on va voir que ces facteurs s'intègrent dans des organisations en pleine transformation. Alors l'innovation ne se produit pas en terrain vierge, elle se produit dans un contexte de transformation rapide et massive des organisations. On peut même dire que le rythme de transformation est plus important que le rythme d'apprentissage. On transforme plus vite les organisations, les technologies, l'informatique, que les personnes n'ont de capacité à apprendre. Du coup, les règles qui définissaient un travail prescrit qui s'applique à tout le monde, cèdent la place à des inventions locales, des ajustements. On passe d'une société gestionnaire, avec des règles inamovibles, une bonne façon de faire pour tous, à ce que j'appellerais une culture d'apprenance, où comme il est impossible de s'appuyer sur du prescrit, il faut inventer et apprendre en continu. Ce qui était quantifiable l'est de moins en moins. En fait, si on prend une image, dans l'idée tayloriste, on était sur une logique de la rationalisation ex ante. On prenait des œufs, c'est une image, on prenait des œufs, on les mesurait, on les sous-pesait, on en déduisait un processus de cuisson. Dans la logique d'innovation, on prend des œufs, tous les œufs se brisent et on se dit tiens, si on inventait une omelette. Voilà un petit peu la modification qui se produit dans nos nouveaux processus organisationnels. Du coup, il en résulte un pilotage par l'aval, c'est-à-dire que l'organisation est tirée par la demande des clients et non plus un pilotage par l'amont décidé par un planificateur gestionnaire. Il y a du coup des marges d'incertitude qui bougent dans la chaîne de décision et de réalisation. Le travail prescrit prend moins compte du réel. En fait, pour Norbert Alter, il caractérise 2 forces qui agencent l'organisation. D'une part, l'intégration qui vise
qui est une activité de management qui vise à donner une forme, à prévoir, à anticiper, à organiser. Et puis une deuxième force qu'il appelle la différenciation, qui est le résultat des actions menées par les opérateurs eux-mêmes. En fait, j'en déduis pour ma part qu'on passe d'une logique de right man at the right place à une logique qu'on pourrait dire de right know-how in the right team. Alors cette formule fait la transition avec mon troisième et dernier point qui sera rapide, dans lequel eh bien, on peut pressentir le passage d'une société du management vers la prenance. Donc cette société gestionnaire qui était à base d'économie de rendement, d'échelle, d'envergure, était dominée par l'idée de rareté. Donc induisait une essence prédatrice des ressources, d'épuisement des territoires et on peut même dire des hommes. Alors que la culture de l'apprenance se développe plutôt dans une culture de l'échange, du partage des connaissances, puisqu'il faut bien s'adapter sur le terrain aux conditions, aux évolutions qui sont réalisées. Donc c'est le groupe, et au sein du groupe dans lequel on apprend. Le groupe est l'écosystème d'apprentissage d'aujourd'hui. C'est une logique de don contre don qui se met en place. C'est un autre principe que le principe du contingentement des ressources, c'est le principe de l'infinité et de l'abondance des savoirs qui peuvent être partagés dans le cadre des savoirs flux dont j'ai déjà parlé. Les bénéfices sont de nature tout à fait différente. Le critère économique est insuffisant pour définir tout ce qu'on bénéficie de cette nouvelle approche. L'individu qui était au cœur du modèle taylorien cède la place au groupe, puisque c'est par le groupe qu'on apprend plus vite. Alors une des difficultés, c'est est-ce que nos modèles pédagogiques ont changé? Est-ce que nos méthodes pédagogiques se sont adaptées à ces transformations? Eh bien ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine séquence. Est-ce que ces modèles pédagogiques ont changé et affectent les écosystèmes d'apprentissage?